la question est simple parce qu'on peut faire plus compliqué, c'est-à-dire au niveau de la complexité de la prise de vue 3D macroscopique, du décor réel, du compositing, du CGI. Pour un Non, je pense, directeur de post-production, c'est pas mal. ouais, non, je pense effectivement qu'on peut pas faire plus compliqué que cette configuration-là, et qui doit pourtant s'inscrire dans beaucoup de logiques en même temps, c'est-à-dire répondre à un budget de type européen et français, donc c'est pas un budget américain, on l'aura compris. C'est aussi répondre à une double exploitation, c'est-à-dire que là le film est pensé, sorti en version premium en relief, mais il doit aussi être exploité en monoscopie, donc il doit aussi être la narration, son principe artistique doit être aussi parfaitement compatible dans les deux domaines. Voilà, donc ça c'est donc pour revenir un tout petit peu sur l'historique de Minuscule, donc c'est la création de Thomas Zabo et Hélène Giraud, produit par la société de production Futuricon, dont je suis directeur de production sur ce film. Et voilà, donc ils ont historiquement produit une saison que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est donc double saison de Minuscule, qui a un univers très poétique, très décalé, avec justement une grosse potentialité pour en faire un film, et qui, je pense, va faire un joli ovni dans le paysage cinématographique, qui a été passé d'ailleurs devant un public d'acheteurs à Cannes pour les 30 premières minutes, avec déjà une très bonne réception. Alors, donc, on va revenir. Moi, je suis pas non plus là pour faire la promotion exactement du film. Donc, pour ceux qui ne l'auront pas compris, donc Joséphine est donc notre stéréographe conseil depuis le tournage jusqu'à la post-production. Et on va essayer de faire un très rapide, on va dire, tour d'horizon de ce que ça représente en termes techniques. Alors déjà, pour me présenter, moi, je suis un directeur d'animation 3D. Alors déjà, on va revenir sur le vol de ce terme, parce qu'avant on pouvait dire qu'on faisait de l'animation 3D en voulant dire qu'on faisait de l'animation par ordinateur. Bon, aujourd'hui, si on dit ça, on va dire qu'on fait de l'animation stéréographique. Alors je sais plus trop comment dire, on va dire qu'on fait de l'animation CG, computer generated, mais bon voilà. Donc alors par contre, justement pour prendre cette petite introduction, la 3D dans le domaine du numérique, et particulièrement donc dans l'animation 3D, donc animation par computer, elle existe déjà depuis longtemps, y compris quand on fait du monophonique. Pourquoi ? Parce que les logiciels 3D par rapport à l'animation 3D, par rapport à l'animation dite 2D, si on l'a appelé comme ça, c'est pas pour rien. Ça veut dire que cette dimension 3D, même si elle n'était pas exploitée visuellement, elle existait déjà dans le terme de création. Donc tout animateur qui est passé de la 2D à la 3D sait qu'il a un axe Z, qu'il a du volume, que la lumière n'est pas plate, etc. Donc ça, c'est déjà des informations qui sont importantes. Quand on fait du tracking sur une prise de vue même monophonique et qu'on cherche à placer une caméra, on fait aussi un travail dans l'espace. On positionne une caméra physiquement dans un espace en 3 dimensions. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, les compétences d'une manière générale dans les compétences françaises en termes de 3D, même s'il y a assez peu de compréhension actuellement, et c'est normal parce que les productions n'ont pas encore été assez nombreuses sur tout ce que Joséphine a expliqué en termes de boîte scénique, de rig de caméra, etc. Il y a quand même déjà depuis longtemps un apprentissage de cette dimension, de cette troisième dimension, de cet axe Z, qui fait que déjà les gens connaissent quand même ça par le tracking, par l'animation, par l'éclairage, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont connues, mais qui souvent peut-être ont besoin simplement d'être un peu réadaptées en fonction du fait que là on va vraiment mettre une troisième dimension derrière une animation qui l'était déjà. Donc ça c'est plutôt un bon point, même si ça règle pas tout. Alors au niveau général en production, effectivement on parlait de difficultés, c'est vrai que produire un film comme ça en 3D, vous avez déjà toute la problématique au niveau du tournage. Bon ça, de toute façon, c'est le niveau minimum. Et à partir de la post-production, on va dire qu'on utilise des instruments qui sont toujours les mêmes, puisque de toute façon, les logiciels d'animation, on va toujours retrouver des Maya, des Softimage, que vous voulez. Le tracking va aussi se faire avec des logiciels qui sont les mêmes, qui sont utilisés en monoscopique ou en stéréoscopique. L'éclairage, le compositing, tout ça, c'est toujours les mêmes outils, sauf que, effectivement, à chaque fois, il y a un petit bémol, c'est-à-dire que
on doit adapter les méthodes, on doit à chaque fois re-réfléchir tout ce qui est fait avec ces différents logiciels, avec le fait que l'image va être tirée, oui c'est un peu ça, va être stéréoscopique. Donc par exemple, actuellement, quand la série était faite, par exemple, le positionnement, faire croire aux spectateurs que les insectes, donc personnages d'animation 3D, enfin computer, sur des images réelles, marcher vraiment sur les pierres, les arbres, etc., traverser les rivières, tout ce qu'on veut, il fallait le faire croire en mono. Donc pour le faire croire en mono, il fallait quand même déjà un certain effort, il fallait que ça marche. La seule différence, on fait donc strictement la même chose au niveau trucage en 3D, sauf que la marge de précision, la difficulté, là devient énorme. Il y a beaucoup de choses qui sont acceptables en mono parce qu'on dit ça va faire la blague, ça trompe, on peut se le permettre parce que voilà, dès qu'on a mis nombre de contacts, qu'on est bien dans l'axe et que ça donne l'impression que le spectateur y croit, en stéréoscopie, ça doit marcher mathématiquement. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de problème. C'est des points doivent se sur la précision de l'image, ça veut dire que dans la boîte scénique, les ensembles qui sont du tournage et les ensembles qui sont de la production en image de synthèse doivent être parfaitement ajustés. Et ça, c'est vraiment très très difficile. Honnêtement, c'est très difficile à faire. Le niveau de difficulté par rapport au réglage que l'on fait sur une image monoscopique, même si on utilise au fond le même procédé, est beaucoup plus difficile. Disons que atteindre arriver à tromper le spectateur que c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et c'est beaucoup plus difficile. Donc après, effectivement, au niveau post-production, c'est un peu la même chanson. Les images, il y en a 2 fois plus. Les calculs, il y en a 2 fois plus. Tout réglage, même le réglage à la limite le plus insignifiant, simplement vous avez un plan, vous voulez enlever un poteau électrique ou gommer une maison, des petites choses comme ça, enlever des moustiques, simplement du cleaning de plaies, c'est des choses qui sont extrêmement faciles à faire, qui sont faciles à faire en monoscopie. En stéréoscopie, on s'aperçoit que, par exemple, faire tamponner une image pour ôter quelque chose, c'est quelque chose qui est pratiquement impossible à faire en stéréo. On peut le refaire, mais il faut y penser. Donc il y a beaucoup de trucages qui sont bien connus on va dire en monoscopie, qui doivent être vraiment réécrits. Pour le compositing, c'est pareil. Alors effectivement... Pierre, juste une question, je te coupe, mais est-ce que c'est des outils qui doivent être adaptés ou on manque encore de certains outils, ou c'est les moyens humains qui doivent s'adapter? Alors un petit peu les deux. Je pense qu'aujourd'hui l'outil qui est aujourd'hui à disposition, alors on commence à trouver effectivement des outils très spécialisés. Souvent dans le domaine industriel, on va rencontrer des outils qui ont une historique d'un développement mono et sur lequel une couche stéréo a été adaptée, donc avec plus ou moins de bonheur. Ça va être le cas des machines d'étalonnage, ça va être le cas des machines de montage. Donc il y aura toujours quelque part dans ces machines-là un historique, on va dire, de ce pourquoi elles ont été faites, c'est-à-dire principalement du mono, puis la couche stéréo, adaptée avec plus ou moins de bonheur. Donc ça, on verra effectivement après, plus tard, des machines beaucoup plus spécialisées comme le Mystica, qui ont été déjà directement conçues, on va dire, dans cette génération-là. Mais après, effectivement, oui, tous les softwares d'origine qui sont utilisés sont tous des softs qui sont à l'origine pour les deux. Donc c'est vrai que on se retrouve, donc c'est pour ça que j'avais fait ma petite introduction sur la 3D, on se retrouve avec un ensemble de compétences acquises parce que ça fait 15-20 ans que les gens font de l'animation 3D, et aussi, quelque part, beaucoup de compétences spécifiques à la stéréoscopie qui sont souvent ou à acquérir ou à bien, on va dire, remettre à niveau. Et concernant l'humain, et peut-être que c'est aussi une question pour Joséphine, en termes de vocabulaire, comment on se fait pour se parler entre la prise de vue réelle, entre la post-production, avec donc cette fonction du stéréographe qui vient entre les deux et qui des fois peut être jugé comme un ami, mais aussi comme des fois pas un ennemi, mais au moins comme un élément en plus dans l'équipe. Ouais, c'est pour ça que tout à l'heure, je mettais vraiment l'accent sur le fait qu'on puisse en amont voir des choses, donc soit éprouver un pipe. Bon là c'est un long métrage, donc c'est vrai que Minuscule c'est assez particulier parce qu'il y a eu, ça s'étale quand même depuis quelques années, donc j'étais pas la première stéréographe, il n'était pas le premier directeur de post-production, et forcément je veux dire là encore une fois en pré-production,
par exemple pour Minuscule, s'il y avait eu un test filmé et une mise à l'épreuve pour pouvoir éprouver tout le workflow, tout le pipe, et donc avoir du compositing, c'est-à-dire de l'image de synthèse qui doit s'intégrer dans une image réelle qui, elle, a été tournée en relief et qui nécessite une rigueur, une extrême rigueur. Et les graphistes, évidemment, peuvent être extrêmement compétents. C'est à partir du moment où, voilà, je vais prendre un exemple tout bête, mais dans l'image, il y a une cheminée qui est à 10 pixels, c'est pas sexy, mais on compte en pixels. Si tout d'un coup, il faut caler une fumée sur cette cheminée, il faut qu'elle soit aussi à 10 pixels. Et quand je le dis comme ça a l'air simple et rigolo. Quand des boîtes d'effets spéciaux n'ont pas eu d'expérience 3D, évidemment Cube, eux en font partie. Il y a beaucoup de boîtes qui ont envie de travailler sur la 3D, mais ça s'acquiert. C'est une connaissance, ça s'acquiert. Voilà, c'est pas une question de talent. Il faut le comprendre et il faut apprendre. Et généralement, c'est vrai qu'on est du coup confronté à une image réelle qui est imparfaite, avec des optiques imparfaites, avec certains réglages, et où l'image de synthèse doit respecter les réglages qui ont été faits sur cette image réelle pour que les deux marchent ensemble. Si tout ça est pris en amont, encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup d'humains là-dedans, c'est-à-dire qu'il faut prendre en considération voilà, oui, l'humain, les agacements possibles qu'il peut y avoir à partir du moment où ça n'a pas été pris en amont. Souvent les gens n'ont pas forcément envie qu'on vienne chez eux en disant dis donc c'est pas du tout bien là ce que tu fais, mais justement de pouvoir intégrer dès le départ des réunions et éprouver un petit bout de la chaîne, faire un essai, des appels d'offres sur une mise en relief, sur du compositing, voir justement là où ça pêche, là où ça marche, et du coup d'éviter de se casser les dents derrière. Justement sur un film qui peut être totalement pensé en 2D au départ, où une animation est validée uniquement artistiquement en 2D, quand tout d'un coup on la passe avec des caméras virtuelles en 3D, on peut potentiellement là avoir très mal, parce que tout d'un coup on se rend compte que en 3D ça marche pas. En 3D ça peut ne pas marcher si effectivement ça n'a pas été pensé, éprouvé en amont, discuté justement. Là je pense que Franck peut-être peut... Par rapport à ça, je sais pas si c'est fini par rapport à Non, enfin, oui. comme ça, je vois ça quand même. Ouais, je suis juste effectivement là on est effectivement aussi dans un film comme Futuricon, enfin comme Minuscule pardon. Il y a à la fois une narration qui appartient à un univers artistique qui est celui de Thomas et d'Hélène, qui est à mon avis ni 2D ni 3D, c'est leur monde. Alors je pense que de temps en temps, ils pensent peut-être un peu en 3D, des fois un peu en 3D, c'est normal, c'est des artistes. Pour eux, de toute façon, leur monde artistique, ce qu'ils veulent faire passer aux spectateurs est dans un monde qui, lui, est de toute façon indépendant de la 2D et de la 3D. Donc après, effectivement, dans les process de validation, c'est vrai que pour l'animation, on assiste souvent à un travail, bon, même si les prépas, c'est-à-dire le positionnement de la caméra est évidemment fait entièrement en 3D, vous allez souvent avoir dans ce type de production un assez long moment du process où les animations sont faites avec l'œil gauche, hein, c'est-à-dire qu'on a des validations mono, et après à partir d'un certain moment, mais normalement on est sur la base d'une prépa qui doit donner des informations 3D, il y a une vérification de ce qui se passe en 3D. Bon, c'est souvent comme ça que ça s'est passé sur Minuscule. Bon, c'est un process artistique aussi. Hein. Je parlais pas particulièrement de Minuscule, c'est juste que même s'il y a une partie du process est fait en 2D et artistiquement dans le montage, de savoir en amont, d'anticiper qu'à un moment donné, on va passer dans le monde relief, le monde stéréoscopique, ça change énormément de choses sur le positionnement d'une animation, sur son mouvement, sur son rendu final. Donc même s'il y a une partie du process qui est pendant un moment validée en 2D avant de passer en stéréoscopie, ça peut marcher comme ça aussi. Mais je pense que ça peut marcher comme ça si en amont aussi, justement, on garde dans un coin de tête qu'il va y avoir
une mise en espace et de cet anime dans une image relief ou une image synthèse aussi. Je veux dire, il y a beaucoup de projets qui sont mixtes avec parfois à l'intérieur des plans 100% synthèse. Là aussi, il est bon dans une séquence de respecter une cohérence relief. Il est donc important justement qu'il y ait pu avoir des réunions en amont, qu'il puisse y avoir des discussions en cours de fabrication, justement pour prendre soin de tout ça. C'est très important. Voilà. Après, je pense que Franck va vous parler aussi peut-être d'un métier qui est quand même important. Avant de passer la parole à Franck, justement, d'aborder le métier, moi j'aimerais jeter un parpaing dans la mare. Et pourquoi pas de la conversion, puisqu'on voit que c'est difficile, que c'est complexe de travailler. Pourquoi pas avoir une image 2D qu'on convertit en 3D? Je me fais l'avocat du diable. Hein, oui, non, c'est faisable. Hein, pour être honnête, certaines parties du film, pour des raisons d'impossibilité de filmer avec un rig stéréoscopique, ont dû passer par une spatialisation. Donc, parfois une petite partie. Alors, tout spatialisé, oui, il y a des gens qui ont choisi ça. C'est vrai qu'il y a pas mal de prods qui choisissent cette solution-là. Est-ce que ça marcherait dans le cas de Minuscule avec les typicités des images? Je suis pas super certain que ça soit super simple à faire pour Minuscule. En tout cas, moi, j'aurais été dans cette direction-là. C'est-à-dire qu'une vraiment sortir une image mono et la spatialiser après, parle d'insectes avec des pattes minuscules, etc., des problèmes de détourage certainement complexes. Je suis pas sûr que ça va donner les super résultats. En tout cas, je pense qu'on a un meilleur résultat avec un tournage stéréoscopique. Ce que je voulais juste te dire là, c'est plutôt aussi pour une petite conclusion sur Minuscule, c'est que il y a énormément de films d'animation sur le marché. Je crois qu'on parle aujourd'hui d'une centaine de films d'animation qui sont produits par an. Et le fait que ce film soit produit en relief, dans l'optique d'un producteur français qui cherche des ventes à l'international, qui donc veut vraiment vendre à l'international, c'est franchement un plus. Hein. Donc, et il y a une vraie demande dans ce type de film pour le relief. À l'intérieur même d'un film, il peut y avoir justement parfois pour des questions de praticité de tournage, de budget, à un moment donné. Là, c'est pareil, il peut y avoir des plans intégrés à mettre en relief après et qui peuvent extrêmement bien marcher. Mais là aussi, le tout, c'est en amont de se poser la question, éventuellement justement de faire un test, voir la qualité aussi du rendu, de la mise en relief, parce que y a des boîtes qui peuvent faire un rendu absolument magnifique et d'autres moindres. Après, sur la qualité intrinsèque d'un film 100% mis en relief, peut-être que je pense là plus aux États-Unis parce qu'ils ont quand même une capacité d'exécution et de budget qui n'est pas la nôtre, en tout cas actuellement. Peut-être qu'il peut y avoir quelque chose de qualité. En tout cas, l'impact ne sera pas équivalent à un tournage relief, si c'est l'intégralité. Ça, c'est important de le dire. Et là, moi, où je vois le danger, c'est que quand on tourne un film justement en 2D, qu'on le prévoit, qu'on le storyboard tout en 2D et qu'on se dit tout est mis en relief après derrière, on retombe dans ce que j'essayais de mettre en garde au départ, c'est-à-dire où est la qualité artistique, où est le propos et à quoi va servir en fait la 3D. Parce que si c'est uniquement pour attirer des spectateurs, ça on a déjà eu, la vague post-Avatar, et ça s'est essoufflé, et ce qui est normal parce que les films ne proposaient pas quelque chose de particulièrement gratifiant et d'intéressant pour le spectateur. Donc quand un film est totalement en 2D, ça veut dire qu'a priori sa mise en scène, son rythme, son découpage, tout ça sont pensés en 2D. Donc à moins d'avoir, pareil, en amont, une vraie réflexion sur comment on va le mettre en relief après et comment du coup on va adapter des choses, là ça peut éventuellement être intéressant. Mais en tout cas, voilà, c'est le bémol moi que je voulais mettre sur la mise en relief.